Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo spéciale, une vidéo incroyable, une vidéo qu'on attendait depuis 2 ans. C'est l'analyse puis la critique de l'épisode 1 de la saison 8, la saison finale de Game of Thrones. Je suis avec l'ami Kerr. Salut tout le monde. Merci à toi pour ce pull. On est là pour vous parler de cet épisode qui s'appelle comment, cher Kerr ? Il s'appelle Winterfell, c'est un des plus courts de cette saison qui contient 6 épisodes. Il a été réalisé par David Nutter qui a déjà fait plusieurs épisodes de Game of Thrones, qui se fait connaître notamment à l'époque sur X-Files. Un épisode où il y a quelques absents mais fort peu, Melisandre, Ghost, Brienne. Et un épisode qui commence avec un tout nouveau générique. Alors il y a énormément de changements dans ce générique. On peut dire par exemple qu'on voit les douves de Winterfell, on voit également les défenses de la ville des Stark ainsi que Port-Réal avec les portes qui se ferment, on voit la salle du conseil des Stark, et ce générique se termine avec le trône de fer qui est réellement replacé au centre du village, ce que la promo de cette saison 8 nous avait fait comprendre. Puis l'épisode commence et on est à Winterfell. Beaucoup de choses à dire sur Winterfell. Tout à fait, Winterfell, où on a une succession de références à la saison 1. Alors, il y a d'abord des références avec le petit garçon qui escalade un petit peu partout. Et oui, en fait, ça l'a fait référence à Bran, qui, vous allez dire, pour ceux qui ont loupé la saison 1, Bran, évidemment, pouvait escalader à l'époque où il avait l'usage de ses jambes. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Du côté donc, de Arya, il y a également donc, cette scène où elle voit l'armée extrêmement massive de Daenerys. Certains se poseront la question de où est-ce qu'ils ont acheté leur costumes hivernaux, parce qu'on se rappelle que c'est une armée d'été. Et du coup, Arya, en fait, cette scène, je la trouve très réussie, simplement parce que dans le visage d'Arya, on arrive à savoir là où elle en est avec les différents personnages. On voit qu'avec le limier, elle se pose la question de est-ce qu'il est ou pas encore sur sa liste, et qu'elle est extrêmement contente de voir Gendry, et c'est vraiment un moyen très intéressant qui résume bien en fait où en sont les personnages, parce qu'il faut rappeler, cet épisode est un peu plus court et il faut avancer toutes les thématiques de tous ces personnages dans cette saison 8. On a ensuite tout simplement les retrouvailles de Jon avec sa famille, et cette scène, alors les créateurs de la série en ont parlé cet été, c'est une scène qui est vraiment faite pour nous rappeler la saison 1 où Baratheon, le roi Baratheon, était avec Cersei venue à Winterfell pour voir Ned Stark, et qu'il y avait donc tous les enfants Stark. Et bien là, en fait, c'est une scène qui donc est présente pour faire écho, et avec Jon qui est dans le rôle donc un peu donc du roi Baratheon, et Cersei Daenerys à apprécier le clin d'œil. Et donc en fait, quand ils arrivent tous, on voit que c'est absolument pas des sourires qui sont là pour les accueillir. Au contraire, les gens du Nord ne sont pas accueillants, n'oublient pas trop ce qui se passe avec des rois fous Targaryens, et donc ils sont plutôt fermés face à l'idée d'avoir ouvert leurs portes à Daenerys et à ses armées. Il y a également directement Bran qui ne perd pas de temps. C'est monsieur, écoutez, il reste plus que 6 épisodes, les potes, je suis au courant, moi, mais vous ne savez pas, on est dans une série, on a moins d'1 heure, donc faut se dépêcher. Et donc, il explique tout simplement à Daenerys que le roi de la nuit a ressuscité un de ses dragons, et qu'ils sont en train d'avancer vers Winterfell. Information intéressante, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et il y a évidemment donc ce choc de savoir qu'un de ces dragons a été ressuscité, choc sur lequel l'épisode ne reviendra jamais. Pourquoi pas, on ne sait pas. Et quand on parle de retrouvailles, il y a évidemment des retrouvailles entre Jon et Bran qui est plutôt émouvante, enfin plutôt que d'un côté, et de Jon qui est très content de voir Bran qui a l'air toujours aussi détaché de l'humanité, et chose qui a été un sujet qui a été rappelé à de nombreuses reprises. Et il faut comprendre, faites attention, le double sens de Jon qui dit à son frère tu es devenu un homme, et Bran qui lui dit pas tout à fait. Certains peuvent comprendre que en fait Bran pense de lui que c'est un handicapé, etc. Alors qu'en fait il est tout simplement en train de dire qu'il est devenu autre chose, qu'il est devenu la corneille, et donc peut-être plus, peut-être autre. Nous ne jugeons pas de racisme anti-corneille. Et donc, ce qui nous mène à la scène donc, du conseil, où on a tous les bannerets du Nord qui sont là en train d'expliquer et de demander pourquoi est-ce que Jon a donné sa couronne. Cette scène, elle est importante, elle est incarnée par Lyanna Mormont, qui est incroyablement charismatique pour une petite demoiselle, et qui est donc là vraiment pour nous rappeler à quel point les bannerets du Nord ont fait et défait les Stark. Il faut se souvenir que quand les bannerets du Nord se sont
alliés aux Bolton, ça a créé tous les problèmes et la guerre du Nord qui a été installée. C'est eux qui ont permis qu'il y ait un roi du Nord qui fasse sécession avec les rois du Sud. Et donc là, de savoir que Jon a en quelques mois, en quelques semaines, donné sa couronne, c'est évidemment un problème pour les gens du Nord. Et il y a cette espèce, dans cette scène, de déséquilibre entre Jon qui dit c'est la soumission ou la mort, et eux qui disent mais nous on préfère mourir, en fait on est du Nord, d'où tu viens. Donc en gros le truc c'est que c'est une scène qui montre un certain décalage. Sansa est extrêmement importante dans cet équilibre parce qu'elle fait la liaison avec Jon, qu'elle ne conspue pas, dont elle ne dit pas en fait son désaccord en public. Et ça, c'est important. Elle lui dira plus tard dans une scène, mais en public, elle ne le dira jamais. Et évidemment, que ce soit Tyrion, un Lannister, il faut se souvenir que ce soit les Lannister qui ont tué Ned Stark. Et c'est la capture de Tyrion qui avait engendré les événements à Port-Réal, qui avait amené à tuer Ned Stark. Et donc que ce soit lui qui dise qu'en plus il y a les armées Lannister qui vont arriver, c'est évidemment une situation de poudrière, comme l'appellerait BFM TV, qui s'installe dans le Nord. Et donc on a ensuite, tout simplement, la discussion sur tout simplement Sansa qui met le sujet de la nourriture. Et oui, tous ces gens, toutes ces grandes armées, elles ont besoin de se nourrir, les dragons notamment, et au contraire, eh bien, visiblement, Winterfell n'a pas les ressources pour. Point qui pourrait être important si les conflits s'éternisaient. S'il y avait comme ça des ellipses dans le temps, on pourrait imaginer que Winterfell commence à vraiment rentrer en famine. Il y a ensuite donc cette scène entre Tyrion et Sansa, et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les forces ont changé en présence. Tyrion était l'homme le plus intelligent de tout Westeros, de la bouche de Sansa, et là on a l'impression que c'est Sansa la personne la plus intelligente de tout Westeros, et ça en fait quelque chose d'intéressant. Il y a Lamiker qui avait fait remarquer que donc il y a le regard en fait entre Tyrion et Bran à la fin de cette scène. Alors toi tu penses que ça cache des choses pour la suite. De mon point de vue, c'est qu'en fait Bran, et maintenant on peut assumer qu'il est au courant de tout, de tout ce qui se passe, de toutes les histoires des hommes, il est au courant. La question que ça pose, c'était que les saisons précédentes, la Corneille avait dit qu'il fallait savoir où regarder. Donc il faut imaginer que du coup, Bran regarde partout tout le temps. L'élément, c'est que toi, tu penses que ça peut sous-entendre quelque chose de plus. Potentiellement, Bran est peut-être au courant d'un possible accord entre Cersei et Tyrion dans le dernier épisode de la saison 7, même si le dernier épisode de la saison 7 fait comprendre qu'en fait, Cersei a juste dit OK à Tyrion, histoire que Daenerys, Jon et compagnie s'en aillent, et qu'elle puisse bien évidemment mettre son plan en action avec Euron et la compagnie dorée. Et on termine cette séquence Winterfell par tout simplement les retrouvailles tant attendues entre Arya et Jon, retrouvailles émouvantes. Et ce qui est étonnant quand on est à la place du spectateur, c'est qu'on sait à quel point quand Arya lui dit « Oui, j'ai utilisé aiguille une fois ou deux ». Et Jon, à côté de ça, qui ne voit en elle que sa petite sœur, en fait, qui continue de faire des folies. Mais tu comprends. Allez, retourne jouer dans ta chambre. Et le truc, c'est que en fait, on comprend que elle, le plus gentiment du monde, elle lui dit file droit mon pote, et que lui il comprend juste que c'est une jeune fille un peu fofolle. Et ce qui est aussi étonnant et ce qui montre en fait à quel point Arya garde certaines informations pour elle, ou qu'elle est vraiment dans une retenue, que quelque part elle a retenu les enseignements de il faut faire attention avec son ego. C'est quand Jon monte sa grande épée en disant tu regardes, t'es de l'acier valérien, tu crois, moi j'ai une grosse épée, hein. Et le truc, oui, il a la voix de Patrick Sébastien Jon dans cette scène. Et en fait, il faut imaginer que Arya a toujours aiguille, mais qu'elle a sur le côté la dague en acier valérien également, qui lui permettrait de tuer quelques marcheurs blancs. Voilà pour les scènes de Winterfell. Qu'est-ce qui se passe à Port-Réal, mon cher Pierre ? Eh ben, on arrive avec Cersei et Qyburn qui sont en train de voir arriver la Compagnie Dorée et les bateaux de Euron. Alors il y a le fameux sourire de Cersei que l'on voyait dans le trailer. On pensait tous que c'était parce qu'elle contemplait la Compagnie Dorée arriver. C'est vrai, mais pas tout à fait, puisque son sourire est après la révélation de Qyburn, comme quoi le roi de la nuit a passé le mur. Et c'est très étonnant, mais Cersei balance un good. Elle a l'air satisfaite. En fait, le plan de Cersei, qui est un peu un plan kamikaze, un peu inconscient, je trouve, c'est donc que
Au nord, tout le monde s'entretue pour qu'elle ensuite ait à affronter un ennemi inférieur au retour. Sauf que si c'est le roi de la nuit qui s'impose à Winterfell, Cersei ne pourra absolument pas l'arrêter puisque le roi de la nuit relève les troupes. Donc ça, c'est une énorme faille du plan de Cersei quand même. La compagnie dorée arrive, donc on sait maintenant qu'il y a... Mais personne ne sait si elle a pas fait une alliance avec le roi de la nuit. On ne sait pas ça en effet. La compagnie dorée, c'est 20 000 hommes. On voit donc son commandant. On voit également Euron à ses côtés qui est toujours là pour balancer de la vanne. Euron, c'est en fait le côté un peu rigolo de cet épisode. Alors il y a aussi les quelques vannes entre Tyrion et Davos. Mais Euron fait le show. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qui séduit l'arrogance d'Euron, séduit Cersei. Et alors il y a une grosse révélation et il faut qu'on revienne dessus. Il n'y aura pas d'éléphant avec la compagnie dorée. On le sait, la compagnie dorée normalement a des éléphants. C'était très attendu par les fans qui espéraient une bataille à Port-Réal entre les armées Stark et Targaryen contre la compagnie dorée de Cersei avec des éléphants. Et ben ils expliquent tout simplement que les éléphants ne pouvaient pas voyager en bateau. Ça permet bien évidemment à HBO de ne pas claquer un budget colossal dans les effets spéciaux des éléphants. C'était très compliqué. On rappelle que c'est pour ça que les loups sont si peu visibles dans la série. Ensuite, il y a les discussions avec Euron qui essaye d'avoir la couche de Cersei. Et Cersei qui dit après la guerre, comme prévu, donc il y avait réellement un deal sur le fait, de pratiquer le coït, et ensuite de se marier également. On rappelle que Euron, quand il est dans la soute avec Yara, le rappelle, ça, qu'il veut arriver à ses fins. Donc voilà, et à Port-Réal, ensuite, on a une scène qui est très intéressante pour la suite. On a Qyburn qui vient à la rencontre de Bronn, qui est en train de passer un sympathique moment. Enfin, pas si sympathique que ça, puisque les demoiselles parlent d'autres héros que de lui. Et que Qyburn dit mais celle-là va mourir de la vérole. Ah ouais, ouais. What? Alors d'ailleurs, je me suis demandé comment est-ce que Qyburn le savait, mais enfin peu importe. Le Qyburn demande donc à Bronn de tuer Jaime et Tyrion si ils s'en sortent dans le nord, et pour cela il donne une arbalète. Donc c'est bien évidemment un clin d'œil à Tywin Lannister qui a été tué de la sorte par Tyrion. Donc là, le plan de Cersei est... Il n'y a pas de nuance dans le plan de Cersei, c'est très clairement je profite qu'au nord tout le monde se massacre et s'ils reviennent, Jaime et Tyrion vont mourir. Peu importe si j'ai eu des enfants avec Jaime, peu importe si j'ai eu une discussion importante avec Tyrion dans l'épisode précédent, ils doivent mourir. Et voilà, ensuite on a la fameuse scène donc, du coït entre Cersei et Euron, enfin en tout cas la fin, où on peut constater que Cersei boit du vin, et c'est la fameuse scène qu'on voyait dans le trailer où elle a l'air triste, au bord des larmes, ce qui sous-entendrait que le fait qu'elle boive du vin, plus le fait qu'elle soit si triste que ça, c'est peut-être qu'elle a déjà perdu le bébé qu'elle attendait avec Jaime, si ce bébé bien évidemment a existé. Ensuite, on a une scène très importante, c'est Théon qui va récupérer Yara dans le bateau de Euron Greyjoy. Alors, elle lui met une droite, parce que c'est vrai qu'il l'a abandonné, Théon l'a mérité. Mais ensuite, la scène suivante est très intéressante, puisque Théon vraiment là le dit, je te suis, on est derrière Yara. C'était d'ailleurs ce qu'il avait dit à la fin de la saison 7. Et Yara lui dit, tu es aussi un Stark, tu dois aller à Winterfell. C'est un écho à la discussion entre Théon et Jon à la fin de la saison 7, où on avait Théon qui disait je ne suis ni un Greyjoy ni un Stark, en gros il disait qu'il était perdu, et Jon lui dit tu n'as pas à choisir, tu es un Greyjoy et tu es un Stark. On comprend donc que Théon va partir à Winterfell. Quant à Yara, elle précise qu'elle va retourner aux îles de Fer, très probablement pour les reprendre, tout simplement à son oncle Euron, enfin qui n'y est pas, mais en tout cas il y a ces hommes là-bas. Elle dit quelque chose d'intéressant, elle dit que si défaite à Winterfell il y a, il faudra bien défendre les îles de Fer, mais pourquoi pas aussi récupérer les rescapés de Winterfell qui seraient descendus en direction donc, des îles de Fer. D'autres, bien évidemment, pourraient plutôt aller du côté de Père Dragon avec ses défenses magiques. On retourne à Winterfell. Alors à Winterfell, il y a plusieurs scènes encore qui sont un peu des scènes en transition. Alors on a la scène Tyrion Davos Varys qui du coup discute de est-ce que oui ou non il y aurait une proposition de mariage. C'est les 3 conseillers de la série même. Ce qu'on peut en retenir, c'est que les 3 conseillers de la série sont à l'ouest.
En fait, ils sont en train de jouer au jeu du trône, alors que, comme le rappelle Jon, les morts sont en train d'arriver, et surtout, ils ne sont pas informés. C'est-à-dire que cette scène, on voit 3 conseillers qui sont souvent dans les personnes les plus intelligentes et les plus pertinentes de la série, mais qui sont en train de ne pas savoir, ou en tout cas de ne pas vouloir montrer, dans le cas de Tyrion, qu'ils sont au courant qu'ils sont déjà amoureux. Et je parle de Jon et Daenerys, et non plus, ils ne sont pas au courant de la parenté de Jon et de Daenerys. Donc on a vraiment cette scène où on a l'impression qu'on est dans la cour de Port-Réal, et je pense que la série elle nous montre un petit peu, ou nous prépare au fait qu'ils deviennent anecdotiques. On a ensuite donc cette scène où Daenerys est inquiète que les dragons mangent peu. Alors, débat sur le pourquoi du comment. Kerr pensait que c'était parce que ils étaient en deuil de leur frère. Alors, peu, c'est quand même, en une journée, 18 chèvres et 11 moutons. C'est pas mal. Moi, j'y voyais plus une mise en garde avec le fait que quand les dragons dans les cités libres avaient eu trop peu à manger, on avait vu qu'ils s'étaient mis à manger des gens, tout simplement. Et donc ça c'est quelque chose qui peut, encore une fois, dans une logique où la ville serait prise à siège pendant longtemps, qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture, cela pourrait être un vrai problème. Et du coup, ça crée, en fait, ça continue de mettre cette chape de Daenerys amène du positif, mais elle amène aussi des choses qui peuvent en faire une despote, de pouvoir vouloir donner de la nourriture plutôt à ces dragons plutôt qu'à des gens. Il y a ensuite du coup cette scène où Jon et Daenerys, en fait, je ne sais pas toi, moi dans ma tête, j'avais une musique en tête. Je te la fredonne, tu me dis si tu la reconnais. Na 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 na. Donc le vol de Jon, premier vol de Jon en dragon. Ce rêve bleu. Et donc ce premier vol était magnifique, pas de tapis volant pour Jon et Daenerys. C'est Saut 2019, les dragons. On a une jolie scène qui permet de donner un peu d'épicness à cet épisode, et en ça je trouve que c'est une réussite. Après, du coup, on a cette scène où on voit Jon tout de suite enfourcher le dragon, comme on dit de par chez moi, et c'est quelque chose qui, toi, Kerr, te paraissait pas naturel. Moi, je trouvais ça plutôt... Pourquoi ça ne te paraissait pas naturel ? C'est trop facile, la mère des dragons qui dit à Jon, son nouvel amant, vas-y, monte, je te le prête, alors qu'elle vient de perdre Viserion, que c'est quand même les dragons, c'est le symbole targaryen, c'est pas vas-y, je te prête ma caisse, va à Leclerc. Donc voilà, après, on le savait, nous, et on l'attendait tous, et c'était une évidence. D'ailleurs, on en avait parlé dans les théories, les différentes vidéos théories. Jon allait monter un dragon. Il y a beaucoup de gens qui reprochent que cette scène soit trop tôt dans la série et non pas pendant la bataille de Winterfell. Après, il y a aussi... Il faut qu'il s'entraîne quand même. Voilà, il faut qu'il apprenne à monter sur le dragon. Puis il a un Night King à affronter qui lui en a un déjà. Et il fallait une scène entre Jon et Daenerys qui ne soit pas qu'une scène intime, romantique, etc. Entre les deux personnages. Alors, d'accord et pas d'accord. De mon point de vue, en fait, cette scène, c'est Daenerys a toujours été une autre Dany. Il y a vraiment Daenerys et Dany au privé. Ça, c'est un truc important. Et elle a toujours eu son espace avec ses amants. Et là, non seulement c'est un amant, dans le sens où c'est caché, etc., mais en même temps, c'est la première fois que son amant est un potentiel prétendant réel. C'est-à-dire que là, si elle se marie avec Jon, pour l'instant, il n'y a aucun engagement parce que peut-être que c'est plus intéressant avec quelqu'un d'autre, elle est toujours dans le calcul, mais peut-être que effectivement Jon est important, ou en tout cas à ce moment-là, Jon est important. Donc de lui faire partager de tout ce que c'est que de vivre avec la gold card de la vie Daenerys, là j'ai l'impression que c'est un moyen aussi de rendre les choses faciles. Est-ce que on expliquera que non mais tu comprends, Daenerys, elle avait tout de suite senti que c'était un Targaryen, et entre Targaryens, bah il y a le feeling. On verra, on le rappelle, il n'y a pas que les Lannister, les Targaryens coucher entre eux et se marier entre eux pour garder la pureté surtout eux, targaryenne. Puisque dans la première ou la deuxième saison, ils expliquent que plus de la moitié des Targaryens sont en fait fous ou malades à cause de l'inceste. Retour à Winterfell avec Arya et les retrouvailles. Alors cette fois, on a
Elle les a vus en début d'épisode, le limier et Gendry. Là, elle va leur parler. Alors, retrouvailles assez glaciales, un petit peu décevantes, il faut bien le reconnaître. Avec le limier, alors moi j'attendais finalement, après la vanne, tu sais, où je ne t'ai pas fait que te laisser pour morte, je t'ai aussi volé. J'attendais le moment où en fait il y ait une accolade entre les deux. J'avais envie qu'il y ait un câlin entre Arya et le limier. Ça aurait été une manière de tourner la page et de se projeter vers un nouveau danger. Et concernant Gendry, c'est assez froid aussi, même si c'est un peu plus chaleureux, mais enfin, c'est quand même pas dingue. Le truc qui est vraiment essentiel dans cette scène, c'est la commande d'une arme en acier valérien par Arya à Gendry, hein, qui est le forgeron des armées targaryennes, Stark, et d'autres acquis, etc. Et c'est une armée donc en acier valérien. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une lance? Est-ce que c'est une extension d'aiguille? On ne sait pas du tout pour l'instant. On en aura la surprise. Est-ce qu'elle va l'utiliser contre les marcheurs blancs? Est-ce qu'elle le prévoit pour l'après-marcheur blanc? Je ne sais pas. Après, aiguille est quand même assez fragile. Enfin, c'est une petite arme. Donc peut-être on peut imaginer qu'elle veut quelque chose d'un peu plus mastoc. 2 points d'analyse que je vais rajouter sur tes propos. Le premier, c'est que le limier, les remarques qu'il fait à Arya en disant que tu t'es endurci, etc., c'est presque des remarques d'un père lointain avec une fille, ou sous-entendu, je t'ai rendu plus dur, plus sans sentiment, et du coup, ça t'a permis de survivre. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point avec le limier, c'est que en fait, on sent qu'il n'en est plus là. Il s'en fout de Arya. Il veut certainement pas ouvrir un nouveau conflit avec elle, tout simplement parce que Arya, eh bien, il est passé à autre chose. Maintenant, lui, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un qui, peut-être pas religieux, mais qui est croyant. Il a vu dans les flammes sa destinée, et du coup, il est maintenant là pour combattre les marcheurs blancs. L'autre point que je voulais dire sur l'épée, Needles, l'aiguille, c'est qu'en fait, j'ai presque l'impression, dis-moi si tu n'es pas d'accord, j'ai presque l'impression qu'en fait, Arya, elle se balade et tout en mode « Faites votre guerre, moi le roi de la nuit, quand il arrive, j'irai gentiment le voir et je le bute. » J'ai presque l'impression qu'elle se dit que ça va être juste l'assassin des ombres, qui ne fera pas de bruit et qui va le tuer, et c'est pour ça qu'elle prépare son épée, qu'elle ne montre pas elle a son plan, arme, etc. dans son coin, qu'elle a son arme, et enfin bref, bon, on parlera d'autres choses après. On enchaîne du coup avec ce qu'il se passe du côté de Lord Glover. Sansa dit à Jon que tout simplement Lord Glover, qui est à Motte-la-Forêt, qui est pas loin de Vesoul, a décidé de ne pas venir tout simplement pour les aider. Débat, est-ce que c'est une question de loyauté, ou est-ce que c'est une question qu'il ne veut pas soutenir un roi du Nord qui a jeté sa couronne? Il y a cette discussion intéressante entre Sansa et Jon, et on voit encore une fois ce débat de Jon qui dit faisons feu de tout bois, tout ce qui est là, tout ce qui est utile, notre fierté, il faut l'utiliser pour combattre les marcheurs blancs. Et Sansa qui lui dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ta tête. Et ça, c'est intéressant. Et on voit à quel point elle essaye de le guider, et qu'elle n'est pas du tout aveugle face au fait que Jon est sans doute amoureux de Daenerys. C'est vraiment un personnage qui est extrêmement intéressant, je trouve, Sansa, et qui est très loin de disparaître, parce que on se souvient de cet adage de George R. R. Martin: celui qui ne sait pas s'adapter à l'univers de Game of Thrones meurt. Sansa est la personne qui s'est le plus s'adapter. Dans les commentaires, dites-moi, je pense que c'est le personnage qui s'est le plus adapté tout au long de la saison à toutes les saloperies qui lui sont venues. À chaque fois, elle a su s'adapter. On enchaîne du coup avec cette scène assez marquante entre Sam et Daenerys. On disait avec Kerr qu'on pense que c'est sans doute une des scènes, voire la scène la plus importante de l'épisode. Sam très content de voir Daenerys très content de voir, tu comprends, le petit palefrenier là qui nous a aidés, on va lui donner 2 pièces d'or et un gros boudin, il sera très content. Et en fait, il se trouve qu'elle a brûlé ses parents et son frère. Ça crée un gêne. En soirée, ça crée définitivement un gêne, une gêne palpable. C'est important. Pourquoi est-ce qu'on dit on pense que c'est la scène la plus importante? Parce que 2 éléments. Le premier, c'est que cette scène nous rappelle que Daenerys n'a pas forcément des méthodes de gentil mouton.
on a cette tension régulière sur la possibilité qu'elle devienne une Mad Queen, qu'elle aussi devienne une despote une fois en place. Et là, on nous le rappelle en disant, bah voilà, c'était des prisonniers, et en fait, c'est des prisonniers, elle les a brûlés. Ça, c'est le premier truc. Et moi, je vais même plus loin. Cette scène, sur cette thématique-là, nous dit clairement, à mon sens, que Daenerys ne sera pas reine à la fin de la série. Ouais, je pense que tu vas un peu loin, mais en tout cas, c'est sûr que la série joue avec nous et essaye de nous amener à cette logique. Parce que ce que je te faisais remarquer hors antenne de la vidéo, c'est que il faut se rappeler que la saison 7, on avait eu toute une histoire avec Arya et Sansa, où ils avaient essayé de nous montrer qu'en fait, Littlefinger réussissait à monter une sœur contre l'autre, qu'il y avait les masques d'Arya qui avaient été découverts, etc. Et au final, tout ça pour que c'était la série qui jouait avec nous. Sansa et Arya étaient d'accord pour tuer Littlefinger, point barre. Donc il ne faut pas oublier que la série, parfois, essaye de nous forcer la vision d'une manière pour nous surprendre. Certes, mais je persiste. Et c'est totalement possible. C'est peut-être un double bluff. Et l'autre élément important, c'est que Sam, donc, qui va être la personne qui annoncera à Jon ses origines, en fait, là, il pourrait être considéré comme à charge. C'est-à-dire que 2 secondes avant, Sam qui va voir Jon, qui lui donne les mêmes informations sur sa lignée, en fait, il n'y aurait aucun problème. Là, maintenant, Jon ou Daenerys peuvent dire « c'est parce que Daenerys a tué tes parents que tu es en train d'essayer d'inventer les choses ». Et donc, ça, c'est un élément important. Cette scène crée un lien fort entre Daenerys et Sam qui n'existait pas 2 secondes avant. Mais Jon ne sous-entend pas du tout... Non, mais la série et Daenerys peut-être jouera sur ça. En tout cas, ils ont complètement la possibilité de le faire. Dans tous les cas, c'est Sam qui l'annonce à Jon, mais c'est Bran qui le sait. Et personne va remettre en cause les propos de Bran. Mais parce qu'il suffit juste à Bran de dire à quelqu'un un secret totalement inavouable pour le calmer définitivement. C'est ce qui était arrivé à Littlefinger à la fin de la séance. Mais ce qui n'arrive pas dans cet épisode. Non, parce que la parole de Sam n'est pas remise en cause par Jon. Donc en gros, on a cette scène donc de révélation entre Sam et Jon qui est importante. Tout est dit. Il y a peu de la place au doute à Jon. J'ai trouvé ça réussi, le fait qu'ils ne mettent pas trop de temps sur Jon qui dit « Non, pourquoi mes parents? Ce n'est pas possible !» Voilà, ça y est, l'information est donnée. La réaction, on la verra dans l'épisode suivant. Il y a une ellipse sur comment est-ce qu'il fait pour pour avaliser cette information. Ça veut dire, et ça quand Sam le dit, que Jon se rend compte qu'il a couché avec sa tante. On aurait été dans South Park, il aurait vomi. Donc là, concrètement, on est, ça y est, les loups sont lâchés, comme certains diraient, et on va voir ce que ça va donner dans le reste de la saison. Ensuite, pour moi, c'est pas le problème, le fait qu'il ait eu un coït avec elle. Moi, je pense que là, en découvrant qu'il est un Targaryen et le roi légitime, il se rend compte qu'il va y avoir un vrai souci de pouvoir avec Daenerys. Oui, parce que Daenerys, ça va pas lâcher le trône comme ça. En fait, on en parlera dans une le truc, c'est que lui, il a déjà mis pied à terre. Enfin, il a déjà mis le genou à terre. Donc, en gros, le problème, il est pas du tout à son niveau. Le problème, il est que lui a mis genou à terre. Il a dit non, mais la couronne du Nord, je m'en fous. Jon, depuis le début, il est très clair. Lui, ce qu'il veut, c'est buter les marcheurs blancs. Le problème, ça va être que Daenerys va potentiellement le prendre comme une menace, alors que ce n'était pas le cas avant. On arrive ensuite dans une des scènes qui est, à mes yeux, la scène la plus problématique de cet épisode. Alors, c'est bien évidemment la scène avec Beric, Tormund et Ed la Douleur. Ils sont en vie. Alors, ceux qui avaient vu le trailer le savaient. Dans le trailer, nous, on pensait que c'était à Fort-le-Vent. Finalement, cette scène ne se déroule pas à Fort-le-Vent, mais à Âtre-les-Confins en ruine, qui est la ville des Humble. Et on découvre donc le petit Ned Humble, celui qui est le dernier des Humble d'ailleurs, qui a été sacrifié par le roi de la nuit, avec cette fameuse spirale qui continue d'être bien mystérieuse et qui est très importante et qui aura un rôle majeur dans cette saison 8, bien évidemment. Excuse-moi de te couper, mais on rappelle qu'en fait, cette spirale, les créateurs ont dit qu'elle était importante, mais aussi, il faut juste imaginer d'un point de vue simple, c'est que le roi de la nuit, les corps qu'il a utilisés pour débiter auraient pu être des soldats. Donc là, il met des ressources pour faire ça, pour passer un message, pour faire une glyphe, pour avoir, quelle que soit la raison qu'on découvrira, c'est un investissement que le roi de la nuit fait.
Ouais, alors pour moi, il y a un énorme problème chronologique, tout simplement, au niveau de cette scène. Faisons simple, Tormund, Beric et Ed la Douleur sont à Fort-Levant au moment où le Roi de la Nuit détruit le mur. Fort-Levant et Âtre-les-Confins, c'est très proche, c'est beaucoup plus proche que Âtre-les-Confins et Winterfell. Et donc, pendant que on a Tormund, Beric et Ed qui sont là coincés à Fort-Levant, on a au même moment le Roi de la Nuit qui avance, qui détruit donc le mur. On a Bran qui l'apprend, Bran qui prévient tout le monde à Winterfell, Daenerys Jon qui arrive à Winterfell, Bran prévient Daenerys. On a cette fameuse scène où Sansa demande au jeune Humble de retourner à Âtre-les-Confins, et il y va, il arrive, ils se font attaquer par le Roi de la Nuit, le Roi de la Nuit le sacrifie, et c'est seulement à ce moment-là que Beric, Tormund et Ed la Douleur arrivent à Âtre-les-Confins, qui est quand même beaucoup plus proche. Donc, à mon sens, il y a un gros problème chronologique dans cette scène. Passons, ça ne gâche pas le plaisir, mais c'est vrai que ça donne un peu plus d'arguments à ceux qui reprochent à la série de faire des sauts dans le temps, de ne pas respecter les temps de transport, etc., la limitation de Ouais, vitesse. c'est pinaillé. Donc voilà. Et enfin, là, l'épisode se termine par Jaime qui arrive à Winterfell, moment majeur. Alors, Jaime est clairement tout seul, hein. On pouvait imaginer qu'il allait retrouver des soldats. C'était d'ailleurs ce qu'on imaginait dans les précédentes vidéos. Non, pas du tout. Il est vraiment pour le coup tout seul. Il vient avec son épée et il tombe sur Bran. Cette scène, elle est, je trouve, extra. Alors d'abord, il faut bien reconnaître que Bran est hyper creepy, je trouve, dans cet épisode, et encore plus dans cette scène que dans toutes les autres. Il l'avait prévenu qu'il attendait Jaime, puisque quand il dit à Sam j'attends un vieil ami, on pouvait penser que dans cette scène là il parlait de Sam, mais non, on comprend en fait qu'il parlait de Jaime. Il est là quand Jaime arrive, et la réaction de Jaime en dit long sur l'évolution du personnage. On rappelle que Jaime a poussé Bran du haut de la tour dans un épisode où, quand il arrivait à Winterfell, il était absolument magnifique avec ses cheveux blonds et tout. Il revient dans la même scène quasiment, hein. Il arrive et là par contre il a quand même sacrément vieilli. Il a perdu une main, il avait traversé l'enfer, et ça l'a changé. Jaime, il est, je pense, très affecté par ce qu'il a fait à Bran. Il a, à mon avis, énormément de regrets. Et l'épisode se termine sur Jaime. Et vous le verrez dans notre vidéo preview de l'épisode 2. La preview se concentre, je trouve, beaucoup sur Jaime Lannister, justement. Et du coup, il y a un élément que je trouve hyper important à noter dans cette relation entre Jaime et Bran, c'est que Bran est très distant de l'humanité, on en parle très régulièrement. Et là, alors il y a deux éléments, moi, qui me chafouinent. Le premier, c'est que Bran, qui est censé savoir tout à n'importe... Qu'est-ce qui va se faire chier à attendre pendant quasiment 24 heures quelqu'un à la porte, en disant non, j'attends, ou en tout cas presque une journée, alors qu'il est censé savoir quasiment à la seconde près quand il va arriver, parce qu'il est capable de le voir dans une demi-heure, dans 10 minutes, etc. Mais bon, passons, ça permet de faire cette phrase intéressante, j'attends un vieil ami. Mais surtout, moi, ce que je pense, c'est que si Bran, qui est détaché de la condition humaine, qui n'est plus tout à fait un homme, si je prends ses propos, s'intéresse à la personne de Jaime, je pense que ça n'a aucun rapport avec le fait que Jaime l'ait poussé du mur. En tout cas, je mets une petite pièce. Voilà. Comme ça, si je me trompe, ce ne sera qu'une petite pièce. Je mets une petite pièce, et je pense que c'est parce que Bran a des choses à dire à Jaime, que Jaime a une place dans ce qui va se passer de manière assez importante, et que Bran, du coup, doit lui parler, et que il s'en fiche que c'était quelqu'un avec qui il a eu contact avant. Il est détaché avec tout le monde. Je vois pas pourquoi il serait moins détaché avec Jaime. En tout cas, on va le voir, mais ce serait étonnant que d'avoir un retournement de Bran qui est là pour sauver l'humanité, mais détaché des sentiments, et qui d'un seul coup vient foutre le bordel en disant à tout le monde « Ah, c'est lui qui m'a poussé, on va le mettre en prison !» Alors que lui-même dit « Il ne faut pas perdre de temps, il y a le roi de la nuit ». Donc je pense que cette phrase, elle en cache plus que ce qu'on peut imaginer. Alors passons maintenant à nos avis sur cet épisode. Je commence parce que j'ai trouvé que c'était un épisode d'introduction très réussi, fidèle à la série, hein. Et c'est bien parce que la série, avec la folie Game of Thrones qui est absolument partout, elle aurait pu un peu céder. C'est la dernière saison, elle aurait pu faire un épisode
beaucoup plus intense, avec des choses finalement qui n'auraient pas ressemblé à ce qu'est la série, et notamment à ses débuts de saison. Donc là, on est vraiment... la série est fidèle à elle-même, elle développe des thématiques qu'on retrouvera sur l'ensemble de la saison, et je pense notamment une des thématiques très importantes, c'est le Daenerys et le pouvoir. Et moi, ce qui m'a énormément marqué dans cet épisode, c'est qu'il n'y a aucune scène pour Daenerys elle-même. C'est toujours Daenerys sous le spectre de quelqu'un d'autre. Donc Daenerys avec Jon, Daenerys avec Sansa, Daenerys avec Tyrion. Par contre, Jon, lui, avec la révélation de fin, et notamment le fait que Sam lui dise qui il est réellement, je pense que là, cet épisode nous montre que Jon est le héros, et c'est pour ça que je crains que Daenerys, finalement, soit reléguée au second plan. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ou non? Ça, on verra bien après. En tout cas, la confiance dans la suite de la saison, moi, je l'ai encore complètement. C'était plaisant. Alors, un petit bémol quand même, en dehors du souci chronologique avec Beric et Tormund, c'est la scène des retrouvailles avec Arya que j'attendais énormément, et il manquait un truc dans cette scène pour qu'elle soit là, pour que je verse ma petite larme. Et ben, c'est la musique des Stark, la triste musique des Stark, qu'on avait notamment dans la saison 7 quand Sansa retrouve Bran, et qu'on n'a pas cette fois-là. Et du coup, ça donne moins de force à ces retrouvailles. Pareil, j'aurais aimé de belles retrouvailles entre Gendry et Arya, et puis avec également le limier. Et toi? Alors moi, j'ai plusieurs éléments positifs, un élément négatif où même les personnes qui sont fans de la série sont obligées d'être d'accord avec cette critique. Et j'ai une question. Les éléments positifs pour moi, je suis... Attention au volume. Je suis hyper content de retrouver Game of Thrones. Cette série, cette saison, c'est... J'ai jamais eu autant de hype, autant de plaisir à regarder une série diffusée chaque semaine que je n'ai de plaisir à regarder Game of Thrones. Je suis hypé de ouf, je suis déjà en train de compter les minutes jusqu'à l'épisode de la saison prochaine. Je prends un plaisir total. Je trouve cet épisode très réussi. Je trouve que cet épisode a tout ce qui fait un très bon GOT, c'est-à-dire qu'on est focus sur les personnages. Il y a des scènes où on a des moments où ça ne parle pas. Quand Théon et Yara se retrouvent, pendant une grande partie de la scène, ils ne se parlent pas. Il ouvre les trucs, il lui donne un punch. Et ça ne parle pas, mais les acteurs tout seuls, la scène toute seule, ces personnages qu'on connaît déjà depuis maintenant très longtemps, eh bien tout ça fait qu'on est dans l'univers, on est complètement happé dans l'univers. Et le fait qu'on a l'impression de vivre vraiment des jeux stratégiques entre les... Et en même temps qu'il y a des dragons, la série réussit magnifiquement à garder sa cohérence d'univers, et en ça vraiment je trouve que c'est magnifique. La critique, et je pense que les personnes qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé ne peuvent être que d'accord, c'est une trahison, c'est une trahison complète cet épisode. On nous avait dit que les épisodes feraient tous 1 heure et plus, 1 heure et demie. Et là, on a un épisode qui ne fait même pas 1 heure. C'était annoncé il y a plus d'1 mois, c'était officiel. Mais il y a 2 ans, ils avaient annoncé c'était les rumeurs. Pour être honnête, il n'y a jamais eu de confirmation de HBO. Quand les créateurs parlent, on dit que c'est plus qu'une rumeur. Tu vois donc en gros, le truc, c'est que on a vraiment la sensation que cette saison est trop courte, ces épisodes seront trop courts, en tout cas celui-là est trop court. C'est vraiment dommage. On a plein de personnages qui n'ont pas été adressés. Brienne n'a pas eu de scène. On a vraiment un vide. Et du coup, par exemple, Port-Réal se limite à 3 salles. Enfin, c'est une ville énorme et on ne voit rien du tout de Port-Réal. Il y a vraiment un truc qui est... Voilà, cette saison est trop courte, ça me casse les pieds. Et une question que je me pose, j'ai pas de réponse, mais une question que je me pose, c'est là la série a l'air de tendre vers un univers qui est les marcheurs blancs arrivent et vont tout lessiver. On a vraiment l'impression que c'est implacable, qu'ils avancent. Même ce générique, on voit les comme des pions en fait, les terres qui se transforment comme ça, comme si la gel avance. Ils font des trucs, ils sont imbattables ces marcheurs blancs dans cette série. Et pourtant, on passe tellement de temps à discuter de qu'est-ce qui va se passer après, de qui est le fils de qui est la filiation de qui, de est-ce qu'il faut marier ces personnages pour ensuite qu'il y ait une accolade. On voit Euron qui parle de qu'est-ce qui se passera avec Cersei après, de je vais te mettre un enfant dans ce ventre. Il y a vraiment un truc qui fait que
j'ai presque plus envie de croire à ce que les marcheurs blancs vont vivre plus que 2 épisodes. Alors on avait fait une théorie en disant que concrètement la bataille de Winterfell serait que ce tombeau serait le tombeau des marcheurs blancs. Et je commence vraiment à me dire que c'est fortement probable. Pourquoi passer autant de temps, un épisode entier sur 6 épisodes, un épisode entier à nous représenter les choses, à nous redire quelles sont les différentes alliances des mondes, quand Jon a raison. Et la mort est en train d'arriver. Là, soit on se défend, soit on va tous mourir. Et donc ça, c'est vraiment une question que je me pose sur la série. Si ça termine sur le fait que les marcheurs blancs gagnent, ça voudrait dire qu'on a passé beaucoup de temps pour rien, et ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, vraiment un pur bonheur. J'ai vraiment hâte de regarder la saison suivante. Et ce qui est étonnant, c'est que on a été critique parfois avec Game of Thrones, qu'un épisode, une scène est moins bonne qu'un autre. Et pourtant, cette série, on attend de voir la fin. Mais peut-être que ce sera concrètement un chef-d'œuvre des séries. Une série, là, à l'heure actuelle, pendant que je parle de série, et Siri pense que je parlais de lui. Et le truc, c'est que on a peu de chances de revoir très vite une série comme ça. Alors, il y en a des très grosses en préparation chez Amazon Prime, etc. Mais vraiment, j'ai hâte. Pendant que série pense à tout prix que je parle de série et de série. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas pendant que j'avais l'impression que Kerr était en train de mourir d'ennui de mon avis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout simplement avoir des notifications, à faire beaucoup de vidéos Game of Thrones si vous aimez la série. On est également fan et on va préparer plein de contenu Game of Thrones. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, vous, de ce qui va arriver des différents personnages. Ça aide également au référencement de la chaîne. Merci à tous. Merci à toi, mon cher Kerr. Merci. Merci pour ce pull. Merci à Daniel pour la réalisation. À toutes et à toutes. Bisous.